Donc moi, je vais vous parler de TDD. Je vais surveiller l'heure pour vérifier le timing jusqu'à 11 heures. En gros, je vais essayer de faire une moitié de théorie un peu, pourquoi, comment. Et comme moi, je suis vraiment fan de code et je pense que le mieux, c'est de montrer par exemple. Donc je vais essayer de garder une grosse place pour du live coding derrière, pour vraiment vous montrer sur des exemples simples. Donc je m'appelle Xavier Nopp, je suis indépendant, artisan développeur, et voilà, je fais différentes missions selon les moments. En ce moment, c'est en train de bouger. Alors parmi vous, qui est plutôt développeuse, développeur? Levez bien le bras que je vois, une majorité. Les autres, ça va être plus rapide, ceux qui n'ont pas levé la main. Scrum Master, ouais, ok. Scrum Master. Et tous les autres avaient levé la main, super. Donc que des développeurs Scrum Master, cool. Alors, test unitaire, un petit sondage. On va y aller progressivement. Test unitaire. On verra pour le TDD après. Test unitaire, qui n'en a jamais entendu parler? Ok. Déjà entendu parler, mais sans plus. Je sais ce que c'est. Ouais, un peu. J'en fais un peu. Test unitaire, j'en fais un peu. Avant, après, ouais, une majorité. J'en fais beaucoup. Ok, ça n'a plus de secret pour moi. Il y en a qui pourraient lever la main, mais... Et alors, même question pour le TDD. Qui n'en a jamais entendu parler? Ok, ça marche. Déjà entendu parler? Ah, un peu. Je sais ce que c'est. Ouais, une bonne partie aussi. J'en fais un peu. Quelques-uns, cool. J'en fais beaucoup. Merci. Bon, plus de secret pour moi, personne. Super, bienvenue. Alors, les tests unitaires. Les tests unitaires, je prends toujours un peu de temps pour préciser, c'est du code qui teste du code, pour le dire simple. Je dis ça parce que des fois, je suis arrivé dans des équipes, dans les entreprises, on me dit « Ah oui, nous on fait les tests unitaires, on développe une fonctionnalité, on la déploie en prod et on la teste. Cette fonctionnalité-là, unitairement. » Donc, c'est pas ça les tests unitaires, c'est du code qui teste du code. Donc, ça va permettre d'automatiser, etc. Avec quelques principes, je vais vite... dans l'idée d'avoir une architecture très découpée, une classe, un rôle et un cas de test, un test pour chaque cas différent, quoi, fonctionnel ou technique. Ça, c'est la pyramide des tests. À qui ça parle? Ok, à qui ça parle? Pas du tout, jamais vu. Ah génial. Génial. Beaucoup, quoi. Alors, ça, c'est la pyramide des tests modélisée par Mike Cohn. Moi, ce que j'aime bien dans cette pyramide, c'est qu'elle montre pas mal de choses. Déjà, elle montre qu'il y a différents types de tests. Donc, on trouve en bas les tests unitaires, ce qu'on va voir aujourd'hui. Si on remonte un peu, on va trouver des tests qu'on pourrait appeler d'intégration. Un peu plus haut, les tests end-to-end, les tests via l'IHM, etc. Et moi, je me suis permis de rajouter les tests manuels. Ce que je trouve intéressant, c'est déjà de voir qu'il y a différents types de tests et qu'il va nous falloir tous les types de tests. En fait, ce n'est pas un type de test qui suffit. Les tests manuels, à eux seuls, ne suffisent pas. Et les tests unitaires qu'on va voir aujourd'hui, à eux seuls, ne suffisent pas. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu tous les tests. Ça montre également, la pyramide, je trouve qu'elle montre également le volume. Donc la notion de volume, c'est-à-dire que les tests unitaires, il va y en avoir beaucoup. Plus on va monter dans les étages, et moins il y en aura. Donc les tests unitaires, il y en aura vraiment beaucoup, des centaines ou plus. Les tests d'intégration un peu moins. Et les tests haut niveau, par l'IHM, avec des choses comme du Cucumber, du Selenium, etc. On est en haut de la pyramide et il va y en avoir beaucoup moins. Pourquoi? Parce que ces tests sont coûteux à mettre en place, coûteux à maintenir. Donc on en fera beaucoup moins, on ne rentre pas dans les détails. Et le dernier point, c'est que les tests unitaires sont la base de cette pyramide. C'est une image, mais pas que. Et donc, c'est vraiment un point important. Et pour moi, c'est par là qu'il faut commencer. Il faut commencer par les tests unitaires. Si vous ne faites pas de tests sur votre application, il faut commencer par les tests unitaires. Moi, j'ai vu des équipes qui se sont emballées en découvrant Selenium. C'est génial. On clique, on pilote, on enregistre, on rejoue les tests, etc. Et puis, quand je suis repassé quelques semaines ou mois plus tard, ils avaient énormément de tests haut niveau. Je les avais mis en garde, mais pas assez de tests unitaires. Et en fait, la pyramide, elle était à l'envers. Et là aussi, c'est une image, mais pas que. Une pyramide à l'envers, ça se casse la gueule. Et effectivement, leur base de test, ils ont fini par la jeter parce que c'était immaintenable. Donc la pyramide de test, super important de l'avoir en tête pour les différents aspects que j'ai mentionnés, le volume et la quantité. Alors pourquoi faire des tests unitaires?
Donc ça permet de vérifier que le code fait ce qu'il faut. Ça semble bête, mais ça permet d'être sûr qu'on a bien programmé ce qu'il nous fallait. Ça diminue les risques et les coûts. Alors j'ai un petit diagramme de Scott Ambler que j'aime beaucoup. À l'horizontale, vous avez les différentes phases du développement, le temps, l'échelle de temps, et verticalement, le coût de correction pour une anomalie. Et les différentes courbes montrent le coût de correction d'une anomalie qui serait introduite dans notre développement, soit à la phase de conception, par exemple, à la phase de développement, etc. Et donc, vous voyez que plus on avance dans le temps, plus un bug coûte cher à corriger. Donc, si je prends la courbe orange, un bug qui est introduit dans l'architecture, si je le détecte au moment du développement, là où j'ai les tests unitaires, la barre verte, ça va me coûter un peu de revenir sur cette conception d'architecture qu'on avait prévue, si je m'en rends compte là. Si je m'en rends compte plus tard au moment de la recette, ou pire au moment de la prod, ça va coûter beaucoup plus cher. Et pour moi, là où on le fait le plus de bugs, c'est au moment du développement. Et donc, si on peut faire des tests au moment où on développe et détecter tout de suite les bugs qu'on est en train de faire, donc en gros les éviter, eh ben, ça coûtera très peu cher à les corriger, à les éviter, et on gagne beaucoup sur les coûts de correction derrière. Donc, diminuer les coûts, ça, c'est quand même pas négligeable. Ça évite les régressions, c'est-à-dire que nos tests, ils vont rester et la batterie de tests va s'agrandir. Et donc, on va pouvoir rejouer ça et vérifier que le code qu'on a fait il y a quelques semaines, il y a quelques mois, marche toujours. Ça permet les changements, le refactoring. Est-ce qu'il y en a à qui ça ne parle pas, le refactoring? Bien, personne, super. Donc le refactoring qui peut être à différents niveaux, juste renommer du code, remanier, extraire des méthodes, ou des fois ça peut être un peu plus haut niveau, refactorer un peu l'architecture, etc. Ça c'est un peu plus touchy, mais si on a des batteries de tests, notamment un peu à tous les niveaux de la pyramide, ça va permettre de refactorer le code. Et donc de faire du développement, j'ai dit que j'étais fan d'agilité, et donc de faire du développement itératif, incrémental, c'est indispensable. Et puis ça documente le code. C'est-à-dire que moi, je suis ravi quand je tombe sur du code qui est testé unitairement, eh ben, je vais pouvoir aller voir les tests unitaires qui me montrent comment utiliser ce code. Et ça me montre que ce code-là, si je l'appelle avec tel et tel paramètre, je suis censé recevoir tel résultat. Donc ça fait de la documentation et bien mieux que les commentaires qui ne servent à rien. Quelques principes pour les tests unitaires. Il faut qu'ils soient indépendants les uns des autres. Chaque test doit être indépendant les uns des autres. Je vais prendre le cas d'un DAO qui permet d'accéder à la base de données. Je vais faire une méthode qui vérifie l'écriture dans la base, une méthode qui vérifie la lecture dans la base. Ben, par exemple, je ne vais pas me baser sur le fait que mon test de lecture se joue après le test d'écriture. Et donc, il y a des choses qui ont été mises dans la base. Non, mon test de lecture, il doit être autonome. Il doit être indépendant du test d'écriture. Donc, ce test de lecture, je vais mettre des données dans la base. Je vais appeler mon code qui va lire ces données et je vérifie que je récupère bien ce qu'il faut. Il est indépendant. Il doit être répétable. Mon test d'insertion dans la base, il ne faut pas qu'au deuxième run, j'ai un problème de clé primaire. Donc chaque test doit pouvoir être répété autant de fois qu'on le veut. Ils doivent être automatisables pour aller en intégration continue. Donc pas nécessité d'intervention, de clic ou de réaction sur un système extérieur. Ils doivent être rapides à exécuter, quelques secondes pour tout un jeu de test, parce qu'après on va en avoir des centaines, voire plus, donc ça va commencer à prendre du temps. L'idée de ça, c'est d'avoir un feedback rapide sur mes tests. Si ça met 1 heure à être joué, ben, je ne vais pas les jouer assez souvent, ou si ça part en intégration continue, que ça met quelques heures, le retour il va être trop tard. Et ils doivent être lisibles. Le code doit être aussi soigné pour la prod que pour les tests unitaires. C'est aussi important, donc lisible, maintenable, etc. Alors quelques règles, pour moi, qui sont importantes. Un cas métier, un cas fonctionnel, c'est un test. Et on évite les scénarios. Ce que j'appelle les scénarios, c'est d'écrire un test où je prépare des choses, je fais une action, je vérifie, je refais une autre action, je vérifie, j'enchaîne quelques actions et vérifications. Moi, il y a des années, quand j'ai découvert les tests unitaires, je me suis mis à faire des scénarios, et c'était cool, c'était génial, surtout parce que dans certains cas, je ne savais pas faire autrement. Et quand ça pète aux 3/4, vous ne savez pas si c'est la dernière action qui a posé problème, si c'est l'enchaînement qui a posé problème, vous ne savez pas d'où vient le cas. Donc il faut vraiment éviter les scénarios. Se focaliser sur les situations courantes, ce que je veux dire par là, c'est déjà de traiter le fonctionnement principal du code qu'on veut tester. Moi, j'ai vu des équipes qui avaient traité tous les cas d'erreur. Donc, ils avaient couvert leur code avec des tests où ils appelaient avec n'importe quoi comme paramètre, etc. Ils avaient vérifié que ça levait des exceptions. Il n'y avait aucun test qui vérifiait que ça marchait, ça donnait le résultat voulu, que ça marchait bien dans le cas nominal. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà se focaliser sur ça. Et puis, éventuellement, les cas d'erreur et autres, si on a le temps, l'énergie pour.
Il faut structurer les tests, ça je vais le montrer dans la démo. Pour moi, un test, c'est préparation, on prépare le test, l'action, alors plutôt que test, c'est l'action, et des vérifications. Et c'est fini. Et au début, je vous incite à vraiment le structurer comme ça, à l'écrire comme ça, et je vais le montrer. Et puis, bien sûr, il faut maintenir les tests, ne pas les supprimer s'ils ne marchent plus, et donc maintenir les tests qui existaient déjà avant au fur et à mesure. Le TDD. Donc le TDD, ça veut dire Test Driven Development, qui veut dire développement piloté par les tests. Initialement, ça s'appelait Test First, en opposition au Test After, c'est-à-dire les tests qu'on écrivait après. Là, c'est l'idée d'écrire les tests avant. Mais plus que Test First, c'est vraiment beaucoup plus, ça nous apporte beaucoup plus, parce que ça permet d'écrire les tests avant, mais ça va guider dans la structuration, dans la façon dont on va architecturer notre code. Donc, c'est une technique, c'est une façon de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être ce qui en rend, pour moi, l'apprentissage difficile, c'est que c'est une pratique. Moi, ce que je constate au quotidien, c'est que les développeurs allaient voir une nouvelle techno, un nouveau framework, une nouvelle nouveauté dans le langage. Ça, tous les développeurs, la plupart des développeurs, ils le font, ils y vont. On va lire un article, on code, on essaye, ça marche. On fait un copier-coller, ça tombe en marche, c'est cool. Là, la difficulté du test unitaire, du TDD notamment, c'est que c'est une pratique, une façon de faire. Et donc, il faut vraiment s'y mettre, il faut s'entraîner, etc. Et donc, ça consiste à écrire les tests d'abord, mais pas que. Et moi, assez vite, j'ai trouvé que c'était vraiment un état d'esprit. J'interviens à la fac et un jour, un étudiant me dit « Ah oui, en fait, on va prendre les choses à l'envers. » Je dis « Oui, ou avant, tu les prenais à l'envers, maintenant, on va les prendre à l'endroit. » Bon, petite blague, mais il ne faut vraiment pas être surpris. Et je vois que c'est vraiment, quand j'aide des développeurs à mettre en œuvre ces pratiques-là, ça peut être un peu déroutant au début. Alors, pourquoi faire du TDD? Déjà, être sûr de savoir ce qu'on doit développer. Donc, on n'a encore rien codé. On va juste devoir écrire un test, donc on doit s'assurer qu'on a bien compris ce qu'on doit faire. Et rien que ça, des fois, en se disant « Ok, je vais écrire quoi comme test ?» Déjà, rien que là, des fois, on bloque en disant « Mais en fait, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que je veux faire. » Et donc, on a une approche par le quoi et pas le comment. Ça, c'est aussi difficile, souvent, quand on veut s'y mettre, c'est qu'en tant que développeur, on se dit tout de suite « Ah oui, mais comment je vais coder ça ?» Et ça, il faut essayer d'oublier le comment, de se polariser sur le quoi. Ce code-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc j'écris un test, le code n'existe pas encore, j'écris un test et qu'est-ce qu'il doit me donner? Et je verrai après comment faire le comment. Le comment, on trouve toujours. Donc vraiment se polariser sur le quoi. Ça permet de détecter les problèmes au plus tôt. Donc comme je disais, déjà d'avoir compris ce qu'on doit faire. Et des fois, rien qu'en écrivant le test, on va déjà déceler, souvenez-vous les courbes de tout à l'heure, déjà là, en écrivant le test, on va peut-être déjà commencer à déceler des choses, des problèmes dans l'architecture, dans la structure, dans notre code, dans ce qu'on avait imaginé, et on n'a pas encore écrit de code, donc tant mieux. Je peux me permettre une Oui. question du coup, moi, j'en fais pas trop, mais ce qui me paraît difficile, c'est finalement, quand on est sur le quoi, potentiellement, on est plus sur les scénarios de la compréhension de spec, et du coup, je trouve ça dur, psychologiquement, de se dire, alors que le test unitaire, je vois plus comme quelque chose de petit. Oui, c'est petit. J'ai du mal à imaginer comment on peut penser au test, au TDD, Ouais. sur quelque chose de petit, alors qu'on est sur du quoi qui est haut niveau. Et finalement. Ouais, il faut réussir à descendre le quoi en plus bas niveau. Voilà. Bon, on verra après la démo, puis on pourra en discuter après. Pourquoi faire du TDD aussi? Ce que j'ai mis, c'est parce qu'il est plus facile d'écrire les tests avant qu'après. Alors là, il y en a peut-être d'entre vous qui ont peut-être essayé et qui doivent se dire oui, enfin, j'ai essayé le TDD, j'ai essayé d'écrire des tests comme ça, sans le code, j'y arrive pas. Oui, mais sauf que pourquoi j'ai écrit ça? Parce qu'avec un peu de pratique, il faut réussir à passer ce cap-là que je viens de mentionner. Mais après, écrire du test sur du code qui existe, c'est très difficile. C'est très difficile, pourquoi? Parce qu'en général, ce code n'est pas testable. Tout à l'heure, je parlais d'une équipe qui avait testé tous les cas d'erreur. Vérifier que leur code déclenchait les exceptions, mais ils n'avaient pas de test pour vérifier le fonctionnement du code. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur code n'était pas testable. C'est-à-dire qu'en fait, ça partait dans les profondeurs de l'architecture. Ils n'avaient aucun moyen, quand ils appelaient une fonction, de vérifier l'impact quelque part. C'était une nébuleuse, ils ne savaient pas comment vérifier ça, l'architecture était trop compliquée. Donc écrire des tests après, c'était trop compliqué. Le fait de les écrire avant, on est sûr que le code va être testable. Une aide à la conception, donc c'est une aide à la conception, ce que je viens de dire, c'est que le code va forcément être testable. Et une autre approche que j'aime bien, en plus du quoi, c'est l'usage. Et donc, je vous incite vraiment à y penser, c'est vraiment de se dire, ce code qui n'existe pas, comment j'aimerais qu'il soit pour l'utiliser? Comment j'aimerais qu'il se présente? Comment j'aimerais que la classe s'appelle, la méthode s'appelle?
Je vais donner un exemple. Un jour, je binômais avec un copain et on devait faire des calculs de prix avec des remises, des tarifs spéciaux, du calcul de TVA, sans TVA, différentes TVA, le prix total, hors taxe, tatata. Et on était dans les tests unitaires, le code n'existait pas. Et je lui dis, en fait, ce serait cool d'avoir une API Fluent. Donc, c'est-à-dire de pouvoir enchaîner les méthodes et de pouvoir appeler du code où je puisse dire, avec une remise de temps, avec un prix spécial de temps, avec une TVA de temps, donne-moi le total. Donc, des méthodes qui s'enchaînaient. Et sa réaction, ça a été, ah mais comment on va faire ça? Lui, tout de suite, il m'a dit, mais comment tu veux qu'on code un truc pareil? Je dis, je sais pas, mais avoue que si ça pouvait s'utiliser comme ça, ce serait cool. Il me dit, oui, c'est ça, l'usage. Comment j'aimerais que ce code qui n'existe pas, comment j'aimerais idéalement qu'il se présente pour que ce soit cool à utiliser. Et comme je vous disais tout à l'heure, on trouve toujours des solutions techniques. Donc vraiment, de se polariser sur le quoi, sur l'usage. Et pourquoi faire du TDD? Parce que quand on finit par acquérir cette démarche, quand ça devient, au début, il faut un peu se forcer, mais quand ça devient un réflexe, eh ben, ça va systématiser la présence de tests unitaires dans votre code. Puisque forcément, tout ce que vous avez codé est couvert par un test. Donc vous avez du test unitaire à 100%. Alors le principe, en 3 phases. Donc une première phase où je vais écrire un test. Donc c'est la phase rouge. J'écris un test et ce test ne passe pas. Je vérifie que ce test ne passe pas pour de bonnes raisons. Ça c'est important. Donc le test ne doit pas passer et il ne doit pas passer pour de bonnes raisons. Pourquoi je dis de bonnes raisons? Normalement on a une idée, en général quand on écrit le test et qu'on le lance, on a une petite idée de ce qui doit se passer. Donc des fois on peut avoir des erreurs de compilation ou des erreurs complètement autres. Il faut que ça nous interpelle. Il ne faut pas juste se dire « Ah ok c'est rouge, c'est bon, je fonce ». Et si ce n'est pas la bonne erreur, ça ne passera pas forcément vert après. Donc on écrit ce test. Et vous verrez que ce test, moi je vous incite à l'écrire en 2 fois. Une première fois, c'est on écrit tout le test, ça ne compile pas, etc. Et ensuite on fait compiler. Je vous montrerai tout à l'heure, mais 2 phases, 2 parties dans le rouge pour arriver à un test qui ne passe pas. Imaginons, j'ai déjà écrit 4-5 tests, j'en écris un 6e, j'écris mon test et il passe. Youhou! Je saute de joie ou pas? Non, je ne saute pas de joie, ça doit être rouge. Ce test, il passe. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Il y a 2 raisons pour lesquelles ce test passe alors qu'il ne devrait pas. Quelqu'un veut se lancer? Ouais. Ah, pardon. Hein? Cliquer les résultats, on a vu qu'on fait le assert equal, il attend 1 ou 2, on change la valeur et puis on se dit peut-être. Ouais, mais t'écris bien ton test, tu te dis j'appelle avec ça, ça devrait me donner ce résultat. Et normalement, ça devrait être rouge. Je lance le test, tac, c'est vert. On en a fait trop, on a anticipé. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas été TDD, ça veut dire qu'on a déjà couvert ce cas-là. Donc le test, il passe parce qu'on a déjà couvert ce cas-là. Ça doit être un indicateur. Ah ok, j'étais pas vraiment en mode TDD, j'ai anticipé. Il faut que je m'améliore. Et le deuxième cas, ouais. Alors si, on imagine, on y passe, hein, il est rouge. Hein. Le deuxième cas, c'est que ce test est redondant avec un autre test. Donc pour moi, dans ce cas-là, ce test, il ne sert à rien. On l'enlève. Alors des fois, c'est... Moi je vois, hein, j'anime des dojos, etc. Et ben, on écrit un 6e test, il passe, il est vert. Là, moi je dis non, il y a un problème. Ouais, mais si, ça se justifie quand même ce cas-là et tout. Non, non, non. Allez, on l'enlève, poubelle. Donc on écrit notre test, il ne passe pas. Ensuite, phase verte, il faut faire passer le test au plus vite. Donc au plus vite, alors moi je rajoute en toute intelligence. Je vous montrerai tout à l'heure. Quand je dis au plus vite en toute intelligence, bah, je vous l'illustrerai tout à l'heure. Mais le plus important là-dedans, si on retourne la chose, ce qu'on doit faire là, c'est de faire passer le test, c'est-à-dire écrire du code pour faire passer ce test. C'est juste, ce qui est très important dans ce message-là, c'est qu'on ne doit pas écrire du code en plus. C'est-à-dire qu'à chaque instant qu'on écrit du code de production, on doit écrire du code de production pour faire passer ce test. Si on écrit du code de production et qu'on n'est pas en train d'essayer de faire passer un test, il y a un problème. On reviendra sur le code minimum. Et ensuite, on a réussi à le faire, et on a la 3e phase, qui est souvent oubliée, de refactoring. C'est-à-dire que tout de suite, ce code que je viens de faire, que j'ai eu de la facilité ou des fois de la difficulté à écrire, tout de suite, je l'améliore. Je renomme, je le présente, je refactore, j'appelle tout de suite ça comme il faut. Tout ce que je peux, je le mets bien et je passe au test suivant. Et donc, je peux refactorer puisque tous mes tests sont verts. Je remanie mon code, j'extrais des méthodes, je supprime les duplications et ça reste au vert. Et je peux enchaîner sur le test suivant. Donc voilà, je vais l'illustrer après. Mais ce qui est important, et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on écrit du code en tant que développeur, on essaie d'écrire du code qui marche et qui soit propre. Enfin, j'espère que vous essayez d'écrire du code propre. Et la difficulté, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire les deux à la fois. Et là, ce que je trouve intéressant dans le TDD, c'est que ça nous aide à faire l'un après l'autre. Déjà, du code qui marche, et une fois qu'il marche, on le rend propre.
En tout cas, moi, je ne sais pas faire les deux à la fois. Et il y a des fois où c'est vraiment, on a un algorithme un peu compliqué à implémenter, on cherche, etc. Ça peut prendre du temps. Donc les 3 phases. Je vous parle rapidement des mocks. J'en ferai pas aujourd'hui, je ne vous en montrerai pas, j'ai pas le temps. Mais je vous en parle parce que pour moi, c'est indispensable de s'attaquer aux mocks, de savoir ce que c'est. Donc l'idée des mocks, j'ai dit tout à l'heure, on va aller sur des architectures très découpées, une classe, un rôle. Alors un petit truc pour savoir si j'ai ma classe, un rôle, demandez-vous, on me pose la question, ta classe, elle fait quoi? Ma classe, elle récupère les données en base, elle les filtre, elle les agrège, et puis elle les envoie à tel endroit. Voilà. Ma classe, elle fait plein de choses. Elle ne fait pas une chose, une classe, un rôle. Donc cette classe-là, je vais l'éclater en plusieurs classes. Une pour récupérer les données, une pour filtrer, une pour agréger, et une pour les envoyer ailleurs. Et au final, la classe que je teste, elle va un peu orchestrer ces classes-là, ces collaborateurs, ce que j'appelle les collaborateurs. Du coup, les mocks, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de remplacer les collaborateurs par des faux collaborateurs, pour pouvoir leur donner du comportement. Donc je vais pouvoir dire au DAO, au mock du DAO, lorsqu'on te demande d'aller chercher tel objet, tu renvoies cette donnée-là. Et c'est un faux objet qui renvoie tout de suite ce qu'il faut. Et je vais pouvoir vérifier les interactions. Par exemple, mon dernier objet qui envoie vers l'extérieur, lui, je vais donner un mock de cet objet-là, et je vais pouvoir vérifier qu'on a bien appelé telle méthode avec tel paramètre. Donc, transmission vers l'extérieur. Donc ça va nous permettre de tester une classe en maîtrisant le contexte. Donc voilà, un petit schéma pour illustrer. Ma classe à tester au milieu, des collaborateurs, et les pointillés, c'est les mocks qui vont me permettre de m'abstraire des classes autour et de maîtriser l'environnement pour tester cette classe-là. Un petit schéma pour essayer de voir où est-ce qu'on peut mettre des mocks ou pas. Donc imaginons, j'ai mon architecture comme ça, des classes qui dépendent d'autres classes, et puis en bas, j'ai la connexion avec une base de données, avec un système bizarre, avec une API, et puis un système d'ouverture de barrières. J'ai travaillé dans les parkings et j'ai beaucoup fait d'ouverture de barrières, donc ça m'a marqué. Donc déjà, l'ouverture de la barrière et le système bizarre, je ne vais sûrement pas pouvoir le tester du tout. La base de données, on pourrait imaginer, mais le reste, ça va être compliqué. Et en gros, tout ce qui est en périphérie, qui communique avec l'extérieur, ça, on va en faire des mocks. On va en faire des mocks. Ces classes-là, on va pouvoir les tester unitairement. Donc par exemple, en bas à gauche, ce sera un DAO. Je vais en faire un mock pour le reste des tests. Et éventuellement, lui, je vais pouvoir le tester en montant une base en mémoire, etc. Ça nécessite un peu plus d'outillage. Donc, dans une démarche d'apprentissage, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais c'est possible. Ensuite, les classes qui sont un peu au milieu de l'arborescence, je vais éventuellement pouvoir les moquer ou pas, ça dépend des usages. Moi, j'ai tendance à beaucoup moquer avec l'approche moquiste. Il y a d'autres approches qui consistent à plutôt utiliser toute l'arborescence et de moquer que l'extérieur. Il y a les classes, celle d'entrée, le point d'entrée de mon package, et puis une petite classe à droite là, qui est peut-être utilitaire. Celle-là, je ne vais pas les tester, je ne vais pas les moquer, puisqu'elles ne sont jamais... Alors celle d'entrée, elle n'est pas utilisée par d'autres classes. Et puis ma classe utilitaire, c'est des utils peut-être en statique, sur des formatages de string, des manipulations de données vraiment de base. On ne va pas avoir besoin de moquer. Puis il va rester peut-être les deux là-bas au bout, des cas particuliers où on ne sait pas si on va pouvoir moquer. Mais donc voilà, à retenir, on va en général moquer tout ce qui communique avec l'extérieur. Ça va nous permettre de vérifier les interactions avec l'extérieur. Et selon les contextes, moi j'ai tendance à beaucoup moquer à l'intérieur. L'intérêt des mocks, donc maîtriser le contexte de ce qui est testé, ça simplifie la création des objets. Quand vous avez des objets, alors je ne l'ai pas dit, on va faire de l'injection de dépendance, avec de l'inversion de contrôle et de l'injection de dépendance, c'est-à-dire que les objets, on va leur donner leurs collaborateurs. Donc ça veut dire que quand je vais faire le new de mon premier objet dans son constructeur, je vais avoir des new des autres objets, etc. Donc on peut avoir une construction, alors après on peut avoir un système d'injection de dépendance automatique, mais du coup la phase de création dans le test, elle va être plus simple dès qu'on va donner des mocks, parce qu'on casse l'arborescence qui peut être assez forte. Ça simplifie les tests. L'écriture, la relecture, la compréhension, il y a moins de code, donc c'est plus simple. Ça limite l'impact du refactoring, c'est-à-dire que le fait d'avoir moqué, ma classe testée n'est pas dépendante de classes lointaines, et quand celles-là seront refactorées, je n'aurai pas d'impact. Ça peut permettre de tester des classes qui n'ont pas encore d'implémentation. Je me mets d'accord, on se met d'accord dans l'équipe sur une interface, et puis il y en a un qui va aller implémenter cette interface-là, un connecteur ou autre. Je peux déjà, moi, faire un mock de cette interface et développer ma classe de mon côté. Allez, j'avais dit une bonne part de démo, il nous reste 20 minutes. Alors, une démo. Donc, je vais prendre un cas simple de calcul de prix. Donc, imaginons, j'ai
un calcul de prix à faire avec un prix unitaire, un nombre d'articles, 3 articles, un prix unitaire, 1,21 €, une taxe à 0 ou à 5% et un résultat. Donc ça doit me donner une string qui va être affichée sur l'afficheur de la caisse. D'accord? Donc on m'a donné ces specs-là. Alors pour la question de tout à l'heure, le quoi haut niveau, c'est calculer le prix, le prix à afficher sur l'afficheur de la caisse. Et puis ensuite, on le détaille en petits cas particuliers. Et bien c'est parti. Alors c'est petit à gauche, mais je vais zoomer au fur et à mesure. Donc on part des tests. Donc je vais créer une première classe de test. Donc ma classe finale va s'appeler un classe calculator. Alors je fais un peu de l'anglais d'informaticien français, donc un price calculator test. Et donc, hop, je vais vous la zoomer un petit peu, là, c'est bon? Tout le monde voit? Ouais. Ok. Et donc, on vient de me donner un exemple, donc je vais avoir un premier test. Et donc, should calculate simple price without tax. Donc je donne un nom assez explicite à mon test. Alors, je le mets là, je ne le mettrai plus après. Donc, je vous avais dit 3 phases. Préparation. Alors, soyez indulgents, quand on est en live coding, on perd ses touches. L'action. Et voilà. Les vérifications. D'accord? Préparation, action, vérification. Et alors, ce que je vous incite à faire, c'est de partir de là, de l'action. Le plus important dans le test, c'est l'action et les vérifications. Donc en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est un price calculator, et puis je lui fais un calculate de 3 articles à 1,21 €, une taxe de 0. Et ça doit me donner une string qui est un price. Voilà. Je pars du besoin, le code n'existe pas encore, et je me dis, bah voilà, j'aimerais que ça se présente comme ça, j'aimerais que la méthode s'appelle comme ça, etc. Et les vérifications. Donc les vérifications, on va faire un assert that. On va vérifier que le prix est égal à 3,63 €. Si je ne me trompe pas, je vérifie, 3,63 €. Donc là, j'ai écrit mon action, tout de suite la vérification. Et maintenant, je vais un peu pour compléter. Alors vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais dit la phase rouge en 2 fois. Là, j'ai en gros fait la première partie, la plus importante, celle qui nécessite de se poser les questions, de se dire c'est quoi, qu'est-ce que je veux tester, comment je veux que mon code il s'appelle, voilà, le quoi et l'usage. Maintenant, il suffit que je complète un peu. Donc, j'ai un price calculator égale new price calculator. Donc, je crée mon objet, j'ai mon action et ma vérification. Voilà. Donc j'ai fini d'écrire tout mon test. Et je vous incite vraiment, même s'il y a du rouge, à écrire tout le test. S'il y a plusieurs vérifications, vous les écrivez toutes. Allez vraiment à écrire tout le test avant de commencer à créer le reste. Et là, fin de la phase rouge, j'ai juste à m'aider de l'éditeur qui va me dire ah bah, cette classe-là n'existe pas. Donc ok, je veux la créer. Il a compris que c'était du Maven, il va me la mettre là. Ensuite, je suis le rouge. Là, il me dit que ça n'existe pas, cette méthode. Ça renvoie une string, ça prend un int, un double, un int. C'est parfait, ça renvoie nul. C'est parfait. Et il n'y a plus de rouge. Donc là, j'ai fini ma phase rouge et je peux lancer mon test. Donc, je vais lancer tous mes tests qui vont s'exécuter en dessous. Et donc, mon test ne doit pas passer, c'est rouge, et je vérifie qu'il ne passe pas pour de bonnes raisons. Donc, on attend 3,63 et j'ai nul. C'est bien l'erreur que j'attendais. Donc là, j'ai fini ma phase rouge. Donc ensuite, le but, c'est de faire passer le test au plus vite. Alors, au plus vite, c'est là où il peut y avoir débat. Quand je dis en toute intelligence, là, effectivement, je pourrais faire return 3,63 €. C'est au plus vite. Voilà. Mais je sais quand même, en toute intelligence, que ça ne va pas suffire. Là, je sais quand même que il va sûrement... Donc, il me faut une string et que probablement, je dois faire la multiplication de la quantité par le prix unitaire. Ça doit être quelque chose comme ça. Il doit y avoir une multiplication à faire. Je relance mes tests. Ah, alors, intéressant. Donc, là, je suis allé un peu vite. Et puis là, tout de suite, vous voyez, je suis encore en train de coder. Et je m'aperçois que mon test, il ne passe pas. Je l'ai bien écrit. Mais que du coup,
En fait, ce qui manque, alors je vais pouvoir enlever ça, et ce qui manque, c'est l'espace et le euro derrière. Donc je vais rajouter l'espace et l'euro que j'avais oublié. Donc vous voyez déjà là, ça m'aide déjà à me rendre compte que j'ai oublié l'espace, que j'ai oublié l'euro, et mon test est vert. Voilà, donc j'ai fait passer mon test. Et tout de suite, la phase de refactoring avant de passer au prochain test. Donc la phase de refactoring, bah, ici sur le code de production, par exemple, je vais donner des noms à ces choses-là. Donc ça, c'est la quantity. Ça, c'est le unit price. Et puis la taxe qui ne me sert pas encore, mais je sais qu'elle va me servir après. Donc voilà, là ça me semble bien. Et si je reviens dans mon test, bon bah là c'est pas mal. On même paramétrer le symbole de la devise. Pardon? On paramétrera le symbole de l'euro. J'ai pas besoin. Là je suis en mode agile, j'ai pas besoin. C'est un soft pour l'instant, il est en euros. La cible c'est Grenoble les environs, ce sera toujours en euros. Voilà, donc je gère pas ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je sais que si un jour il faudra le gérer, ça pourra être considéré comme de la dette. En tout cas, il y aura un travail conséquent à faire éventuellement pour ça. Mais je vais au plus simple. Les commentaires qui servent à rien, vous avez compris, donc je peux les enlever. Je peux peut-être faire un import statique sur ça, comme ça diminue un peu du code, et puis je suis pas mal. Voilà. Et là, vous voyez, je laisse quand même les lignes vides pour séparer les trois parties, donc préparation, action, vérification. Et là, je peux passer au test suivant. Donc le test suivant, c'était avec une taxe de 5, ça fait 3,80. Donc je vais dupliquer mon test. Et donc ici, c'est with tax. Donc si j'ai 5%, ça doit faire 3,81. Je vérifie, oui. Et donc là, alors il y a un petit jeu qui peut être sympa, c'est avant de cliquer, le lancer de test, de dire à haute voix, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et on s'amusait un peu à le faire, de dire à haute voix ce qui va se passer. Donc là, ça va me dire que c'est pas bon parce que j'ai 3,63 €. J'espère que ça va bien faire ça. Et donc oui, le test ne passe pas pour des bonnes raisons et pour la raison que j'ai indiquée. Et ça me dit bien 3,63 alors que je veux 3,81. Donc j'ai fini d'écrire mon deuxième test. Fin de la phase rouge, vous voyez, celle-là, elle est allée plus vite que tout à l'heure. Hein. Le code existait déjà. Donc maintenant, il faut que je fasse passer au plus vite ce truc-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un calcul. Alors, je ne suis pas très fort en français. Hein. Je vais essayer de faire 1 plus, si je fais taxe sur 100, quelque chose comme ça. Alors, avantage des tests, je ne suis pas très fort dans mes calculs, là, eh ben, je peux essayer. Ça ne me coûte rien. Ça dure 1 seconde. Et je peux essayer. Et bah c'est cool. 3,81, je suis pas loin. Sauf que je n'avais pas anticipé le cas de l'arrondi. Donc il va falloir que je fasse un. Donc déjà mon chiffre est bon. Il va falloir que je fasse un arrondi de tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça. Je vais dire que c'est un entier. Je vais prendre tout ça en le multipliant par 100. C'est un entier. Tac, et je vais rediviser par 100. Alors si je mets des 100, ça va être mieux. Alors il me manque des parenthèses, ça a l'air bon, j'essaye. Le but c'est que ça passe, hein, et que je me prouve à moi-même que je sais le faire. Yes. Et je sais le faire, donc j'ai réussi à faire le 3,81 et avec un arrondi. Ok. Et donc là, la phase de refactoring. Bon là, le code il est magnifique, j'ai pas besoin de le retoucher. Non, je blague. Donc là, du coup, je vais refactorer. Alors, si vous lisez le livre Coder proprement, en anglais c'est Clean Code, pardon. Et moi quand j'ai lu ça, là-dedans il explique par A plus B que les variables locales, ça sert à rien. Et ça m'a vraiment convaincu. Il y a quelques cas, comme celui-là par exemple, où là ça va m'aider à expliciter en fait le fait que des étapes intermédiaires et détailler le code et de montrer l'intention. Donc ça c'est le total price, disons, raw, brut. Voilà. Du coup, si je prends tout ça, si je ne me trompe pas, ça c'est total price with tax. Voilà, ça te rend un peu plus lisible. Et puis, une fois que j'ai tout ça, je fais le fois 100 divisé par 100, le int, le machin. Ça, je vais le mettre dans une méthode, je vais appeler ça round. Un arrondi. Alors je vérifie, donc vous voyez, phase de refactoring, là j'ai un peu fait plus de choses que tout à l'heure, je peux relancer mes tests, voir si ça marche toujours. Alors comme j'ai fait du refactoring avec l'IDE, extract méthode, extract variable, le risque est 0, mes tests passent toujours. Et du coup, je trouve que j'ai j'espère que vous aussi, je trouve que j'ai
un code un peu plus lisible qu'il y a 2 minutes, quoi. Ok, et alors je suis super content. J'ai tout codé, j'ai fait des tests, c'est couvert 100%. Donc je livre ça. Et donc mon product owner est allé tester. Et il revient, il me dit Xavier, il y a un problème, j'ai fait des essais. Et puis j'ai trouvé un cas là, je mets 20% et ça me donne pas 4.36. Donc moi je pense qu'il s'est gouré parce que franchement avec mes tests unitaires et tout, je suis sûr de moi. Alors ce qui est cool, c'est que j'ai des tests. Donc ce que je vais faire, je vais écrire un test pour ce cas-là. Donc with tax, bon je vais l'appeler 20, donc 20%. Et lui il me dit que ça doit donner 4.36. Bon, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. 4.36, donc je pense qu'il s'est gouré, on va lancer les tests, on va vérifier. Ah non, ça marche pas, effectivement. Et on attend 4.36 et il y a 4.35. Donc je pense que c'est mon histoire d'arrondi là qui est un peu brute, il avait raison. Donc il faut que je corrige ça. Donc là j'ai un nouveau test, et ce test il est juste, il donne effectivement un bon cas que je n'avais pas prévu. Et donc je vais devoir le corriger. Donc, ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vais essayer de faire un petit truc comme ça. Est-ce que ça pourrait marcher? On réessaye. Wouhou! Et j'ai résolu mon problème d'arrondi en mettant un petit 0,5 là. Bon, il est un peu caché dans la méthode, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, ça, c'est de la correction pilotée par les tests, j'appelle ça. Donc, on est en TDD, mais on corrige des bugs par les tests. Et ça, c'est vraiment super agréable. Moi, le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est trop cool. J'ai déjà 5-6 tests, j'en rajoute un et je vais reproduire mon bug et je le corrige direct. Donc ça, c'est super. Donc voilà, je pense que vous avez vu un peu l'idée. Donc là, mon product owner, je vais le retourner le voir. Je dis, vas-y, reteste. Et c'était cool, il avait son 4.36, il est content. Donc j'ai fait de la correction pilotée par les tests. Et alors, là, on a commencé à déployer et tout. Et puis là, on vient me voir avec Xavier, c'est cool. Bon, ça commence à bien marcher notre business. Alors, il y a un truc, c'est qu'on va remercier un peu les clients fidèles et tout. Donc, au-dessus de 1 000 €, il nous faut une réduction de 5%. Et le product owner, il me donne un cas. Il me dit, tu vois, quand tu as 5 articles à 345 €, avec une taxe de 10%, une réduction de 5%, ça doit donner ce chiffre-là. Et c'est facile, j'ai toutes les données chiffrées, donc je vais les transcrire dans un test unitaire. Hop. Donc, should calculate, et là, je vais mettre with discount over 1000. Donc, il m'a dit, je crois, 5 à 345 €. On commence à vendre des trucs un peu plus chers. Bon, je vais mettre les zéros, comme ça c'est plus clair que c'est... Je vous ai dit, ça sert de documentation. Donc du coup, je mets les zéros en me disant, celui qui va revenir voir là, il va peut-être mieux comprendre avec 2 zéros que c'est un prix. Une taxe de 10%. Donc c'est cool, il m'a donné un cas particulier. 1840,58. 1840,58. C'est ça ? Donc vous voyez, je vérifie bien mes chiffres parce que je vérifie bien que mon test est juste. Si je fais une faute de frappe là, mon test il va pas passer, mais je risque de chercher un moment pourquoi derrière. Ok, donc mon test ne passe pas pour de bonnes raisons. Alors effectivement, on attend 1840 et j'ai 1897, c'est-à-dire que j'ai pas ma réduction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit if. Donc si ça c'est supérieur à 1000, et ça, c'est égal à ça fois, et il m'avait dit combien de réduction? 5%, fois 0,95. Si je multiplie le prix par 0,95, ça devrait faire 5%. J'essaye. Vous voyez vraiment la partie essayage. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai de pas bon? Alors... J'en ai vraiment trop peu. Qu'est-ce que je me suis gouré? Alors ça, c'est pas prévu, c'est l'effet démo. 1840,58. 1840,58. Je crois que j'ai une erreur dans mon slide, vous m'excusez. Je ne l'ai pas corrigé, je crois que c'est... Non, non plus. Ah, bon, alors... Quelqu'un voit? Alors,
Pourquoi ça marche pas? Ouais. Ah, alors attends. C'est peut-être sur le prix arrondi. Non, pourtant non. Non, je dis des bêtises. Non, c'est pas sur le hors taxe. Non, c'est la bonne valeur. Ça pourrait vérifier Moi, j'ai 5 fois 345 euros. Ah, c'est ce chiffre-là qui était pas bon. Ouais. 5 fois 345. Ouais. Donc c'est mon test. Ah bah vous voyez, donc c'est intéressant. Et donc le résultat que j'obtiens est bon. Ouais. Bon, et ben voilà. Ça veut dire potentiellement que le producteur aurait pu se louper. Eh ben il s'est loupé. Alors là c'est intéressant, c'était pas du tout prévu, hein. Mais là c'est intéressant, c'est juste pour vous montrer. J'ai écrit mon test, je suis sûr de moi, le résultat est pas bon, je cherche et tout, je me dis quand même. Donc là je peux retourner le voir, lui dire t'es sûr de son calcul? Je suis retourné le voir, il a sorti sa calculette, il me fait non en fait c'est pas ça. Merci pour l'aide. Et donc donc c'est bon. J'obtiens mon test. Donc là je regarde, pour l'instant je vois pas comment améliorer ça. Ok. Et puis il revient, il me dit ça marche vraiment du tonnerre notre business, au-dessus de 5000 €. On va faire. Je viens de trouver. Voilà. Alors excusez-moi, on va revenir en arrière. Et il me semblait qu'il y avait une erreur dans le slide, mais je ne retrouvais pas où. Donc c'est 3%. Alors excusez-moi. Voilà. Ok, donc là maintenant, au-dessus de 5000, 5%. Il ne me reste pas beaucoup de temps, on va réussir à le faire. Et donc, vous voyez, pour chaque cas, je réécris un test. Et donc, c'est le même. Je pense que c'est le même cas. 5 à 1299. 99, avec 10%, 6787,28. 6787,28. 6787,28, ouais. Et 5 articles, là. Alors je vérifie bien cette fois-là. Ok. Donc ça ne passe pas, donc vous voyez toujours l'idée, j'écris un test, il ne passe pas, pour de bonnes raisons. Donc la bonne raison, c'est que attendu 6007, j'ai 6009, effectivement. Donc là, j'ai la solution, donc c'est facile. Je dis, si c'est 5000, c'est 5%, et voilà. Alors, avant que je découvre le TDD il y a des années, j'aurais dit c'est cool, voilà, ça je suis sûr de moi, je l'envoie, on déploie, on teste, et puis ça ne marche pas. Ce que je vous disais, détecter les problèmes au plus tôt. Et effectivement, j'étais pourtant sûr de moi, et ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas, parce qu'en fait, j'applique 2 fois quand je suis au-dessus de 5000. Donc écrire le code comme ça, c'est pas bon. Donc il faut que je le remonte, et que je mette un petit else pour ne faire qu'une seule des réductions. Ça devrait aller mieux. Donc c'était pour vous montrer vraiment que du coup, même en étant quasiment sûr, là c'est du simple, peut-être certains l'avaient vu ou pas, mais du coup, voilà, sur des cas et transposer sur des cas plus compliqués, ça permet vraiment de détecter au plus tôt. Et pour finir, quand même du code propre, donc mes tests là, j'en suis toujours content. Alors il y a juste une petite chose, c'est que j'ai une duplication ici, cette ligne-là, elle est présente de partout, donc je dois pouvoir l'enlever. Et ça rendra mes tests, donc c'est la création du price calculator, qui en plus est stateless. Donc je peux vraiment le supprimer dans tous mes tests. Et du coup, je vérifie mes tests passent toujours. Et du coup, l'idée, c'est de garder le focus sur ce qui est important dans les tests. Et cette ligne-là, dans tous les tests, elle n'apporte aucune information. Donc autant la mutualiser et limite la cacher. Je vais finir et je prends une question après pour garder le timing. Et autre point que je voulais vous montrer aussi, qui n'a rien à voir avec le TDD, mais essayer de rendre explicite le côté métier. Donc par exemple, ici, 0,95, ça ne saute pas forcément aux yeux que c'est une réduction de 5%. Donc déjà, si je remplace ça par 1 moins 5 sur 100, est-ce que ça marche toujours? On essaye. Ça marche toujours, donc du coup, je peux faire ici pareil. 1 moins 3 sur 100. Alors vous voyez, je retouche petit à petit. Quand on fait du refactoring, on teste une idée, je teste une idée à un endroit, ça marche, je la mets ailleurs, ça marche. Ok, c'est cool. En fait, ce truc-là,
Si je le mets dans une variable, c'est le discount rate. OK, celui-là ici, c'est le discount rate. OK, est-ce que ça marche toujours? Ouais, ce que je vois, c'est que finalement, j'ai 2 fois la même ligne ici. Donc cette ligne, je peux la descendre pour la faire qu'une fois, enlever ça. Du coup, je crée une variable locale ici, que j'initialise à 0 éventuellement. Et du coup, dans chaque cas, je calcule le discount rate. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est cool. Et du coup, pour rendre ça, c'est pas forcément, le détail n'est pas forcément intéressant. Si je veux limiter le code, je vais faire un get. Je mets ça dans une méthode, et du coup, mon code au-dessus est tout de suite plus lisible. Et du coup, je garde l'essentiel ici, je calcule le prix brut, le prix avec la taxe, je vais chercher le taux de réduction, j'applique la réduction. D'ailleurs, ici, je pourrais l'appeler with discount. Comme ça, je garde la logique de tout à l'heure. C'est lui qu'il faut passer là. Je fais un arrondi et je renvoie le résultat en rajoutant les euros derrière. Est-ce que ça marche toujours? Oui. Voilà, j'arrive à la fin. Je peux prendre 1 ou 2 questions. Et puis sinon, je reste là après. Oui. Vous disiez que si vous écriviez un test et qu'il ne devait pas tomber, il ne servait à rien, il fallait le virer. Oui. L'écriture du 3e test a rendu inutile le 2e, finalement. On aurait écrit le 3e en premier, le 2e, quand on écrivait, il ne tombait pas. Alors si, parce que ce n'est pas le même taux de réduction. Dans ce cas-là, ce n'est pas le même taux de réduction, donc il est utile. Par contre, effectivement, on se rend compte des fois... Ça pas tombé. Si vous aviez écrit le premier puis le 3e, vous auriez écrit le 2e, il n'aurait pas été au bout. Si vous aviez déjà résolu le problème d'arrondi. Ouais, alors je ne vois pas forcément ce que tu veux dire, mais peut-être, admettons. En tout cas, ça arrive des fois qu'effectivement, en écrivant des tests, les premiers tests nous deviennent inutiles. Il y a un peu 2 approches. Moi, mon approche, c'est de les laisser. C'est-à-dire qu'ils ont été là pour amener une progression. Moi, j'ai tendance à les laisser. Ce que je disais tout à l'heure, supprimer le test, c'est vraiment quand j'ajoute un nouveau test, il n'est pas rouge. Alors, soit ça traite un cas que j'ai anticipé, il reste, soit il est dupliqué, il est redondant avec un autre test et je le supprime. Là, Voilà. limite, les 4 premiers sont inutiles. Le dernier suffit à tout tester. Ouais, les derniers, ouais, peut-être les 2 derniers, effectivement. Voilà, je vais respecter le temps pour ici libérer la place pour le speaker suivant, mais je reste là si vous avez des questions. Merci.